justement, enfin, moi, ça m'avait particulièrement marqué ce qu'avait dit Caroline hier. Enfin, merci beaucoup en tout cas. Euh, un article moi que j'aurais bien voulu partager, c'est un communiqué du CNGE, donc le Collège national des généralistes enseignants, que je vais afficher ici, et qui parle en fait, donc qui reprend un peu les arguments aussi de l'OMS sur l'idée d'associer une stratégie de confinement à une stratégie de dépistage de masse. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans leur texte, qu'on ne retrouvait pas dans d'autres communications médicales, et qui nous a beaucoup parlé au SNGMG, euh, c'était qu'il parlait d'un confinement raisonnable, euh, et qu'il fallait que toutes les mesures soient rassurantes et acceptables pour la population générale. C'est-à-dire que pour une fois, la question de comment ça allait être reçu et des conséquences que ça allait avoir sur les gens, elle était, bon, si ce n'est détaillée, au moins abordée. Sur ces points-là, Amel ou Jérôme, sur l'acceptabilité des mesures, est-ce que vous avez des retours à faire? En ce qui concerne l'acceptabilité des mesures, elle dépend aussi de l'exemple qui est donné par nos dirigeants. Quand on utilise un conseil des ministres spécifique au Covid un samedi pour en faire un outil de mise en place du 49.3, d'une mesure pour passer en force sur la réforme de retraite, donc ça c'était il y a quand même 3 semaines seulement, on n'envoie pas le message que le Covid est une menace sérieuse que le gouvernement prend le front. Quand 4 heures avant l'annonce du président de la République que les écoles vont fermer, le ministre de l'Éducation nationale dit ben non, les écoles ne vont pas fermer, on peut comprendre que les citoyens soient un tout petit peu gênés par rapport à ça. Déboussolé. Et Ouais. il y a déboussolé et il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte. Ça fait quand même maintenant 10 jours qu'il y a un article du Lancet qui est paru sur les vigilances à avoir en matière de conséquences psychologiques du confinement, avec un certain nombre de recommandations tirées d'études de situations de confinement pour d'autres cas d'épidémie dans d'autres pays que la France. On a l'impression qu'il n'y a rien qui n'a été fait en France autour de ça. Il n'y a pas, je suis professeur, il n'y a pas de cellule d'écoute psy qui a été mise en place par l'éducation nationale pour les profs, surtout pour les élèves, pour les enfants, pour les parents, pour les familles. Donc, comment est-ce qu'on travaille l'adhésion autrement que par la culpabilisation, puisque c'est quand même le discours constant qu'on entend depuis 8 jours maintenant Tout de à la fait. part Ouais. des grands médias ou de la part, alors qu'on sait parfaitement, les études en sciences sociales le montrent, qu'en matière de santé publique, ça ne marche jamais. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans la lutte contre le sida, ça ne fonctionne pas dans la prévention de l'alcoolisme ou de la dépendance. La culpabilisation ne fonctionne pas. Moi, je voulais juste faire un petit retour là-dessus parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ça au premier live. On avait parlé notamment de la culpabilisation constante des citoyens, du fait que Édouard Philippe avait parlé des Français irresponsables. Et je pense que c'est pas cantonné à la France, mais que dans d'autres pays, il y a ça aussi, c'est qu'on responsabilise excessivement les citoyens tout en leur donnant des indications qui sont parfaitement contradictoires. Et il y a aussi comment dire, le fait de montrer du doigt des groupes, toujours les mêmes, les personnes racisées, les personnes issues de quartiers populaires, de les montrer, de les présenter comme étant ceux qui ne respectent pas les règles de confinement et mettent en danger le reste de la population. Donc, ouais, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Et faire le lien du coup avec l'invité de ce soir et ce que tu as point de nous apporter. Ce qui est intéressant, c'est que donc le communiqué du CNGE, comme l'OMS, parle d'un dépistage massif et généralisé, ce qui n'est pas ce qui a été fait en France, ce qui n'est toujours pas fait en France. Et juste pour... là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et pour le prendre par le plus petit bout de la lorgnette, c'est vrai que moi hier je travaillais en médecine générale. Juste Amel, je crois que c'est toi qui bouges des documents, ça fait énormément de bruit. Fais attention. Ah, Euh, ok, d'accord, c'est bon. Là, ça va plus de je travaille là, je fais en rien. médecine générale et donc actuellement il est censé être possible maintenant en médecine de ville de prescrire des tests de dépistage
dans un cadre qui est très clairement défini, qui est assez restrictif. Et en fait, même dans ce cadre, hier, j'ai passé les coups de fil à la pharmacie, enfin au laboratoire le plus proche qui fait ces dépistages. Et ils m'ont répondu que malheureusement, ils n'avaient plus de réactifs et qu'ils n'étaient pas en mesure de faire ce dépistage. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de cette situation et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pénurie des réactifs? Alors, pour pouvoir aborder cette question-là, je vais être obligé de faire quand même un petit détour par les enjeux généraux du dépistage. Parce qu'en fait, ce qui se passe en France depuis 2 mois, oui, 3 mois, c'est qu'en fait, on est incapable d'étendre le dépistage. On n'en a pas la capacité. Les problèmes de réactifs que tu mentionnes sont un aspect du problème. Il y en a d'autres qu'on aura le temps de voir, je pense. Euh, et le gros problème qu'on a, donc tout ça, c'est les conséquences de choix politiques, économiques, technologiques qui ont été faits au priorité. Le conseil scientifique qui a été mis en place extrêmement tardivement, à la mi-mars par Olivier Véran, ne parle pas du dépistage dans ses 4 premiers avis, y compris hier, le dépistage n'est pas abordé. Donc ce qui reste, c'est effectivement les recommandations de l'OMS. Et au lieu de reconnaître qu'on n'a pas en France la capacité d'étendre le dépistage pour pouvoir agir au plus vite et voir tout ce qu'on pouvait faire, le gouvernement, les dirigeants et aussi un certain nombre de médecins médiatiques, de médecins journalistes de plateaux télévisés, ont lancé depuis plusieurs semaines une vulgate selon laquelle, en fait, au niveau du phase 3 et même à la fin de la phase 2, ça ne serait pas utile et même contre-productif de dépister. Soi-disant parce que ça engorgerait le système de dépistage et que ça empêcherait de reconnaître les situations urgentes, les cas les plus graves, pour être traités. Bon, c'est n'importe quoi, puisque de toute façon, dans le système actuel, comme on n'a pas le dépistage, les cas les plus urgents, on les découvre le plus souvent sur les signes cliniques, sur les symptômes. Donc le fait d'avoir plus de dépistage ne pourrait rien engorger de plus. Au contraire, ça permettrait plutôt de désengorger le SAMU. Hein, les gens qui appellent avec quelques symptômes, d'avoir un dépistage, de se dire non, ça c'est pas le Covid. Alors, il faut sur Skype, tu l'as activé? Ouais, parfait. Bien expliqué, hein, donc on revient sur les propos et où ouvertement, Édouard Philippe dit bien que c'est une doctrine et que ça emboliserait si on augmentait le dépistage, ça emboliserait le système et empêcherait de repérer les cas urgents. Donc ça a été de tels propos. Ce qui est totalement contraire, hein, il ne s'appuie sur aucun avis scientifique, ce qui est totalement contraire. Donc une confusion totale entre ce qui est de l'ordre d'une carence économique, politique, technologique et un discours médical. Ça me paraissait extrêmement important de le dire en préambule pour expliquer tout ça, pour sortir de cette confusion euh, sur cet enjeu. Puisqu'au niveau médical, hein, je le redis, peut-être que ça paraît important étant donné la confusion qui était introduite, il n'y a que des avantages à dépister. Si on en avait les moyens, c'est d'ailleurs le président du conseil scientifique qui l'a redit hier sur TF1, si on avait les moyens, il faudrait dépister massivement. D'une part, évidemment, les soignants et les patients à l'hôpital qui ne sont pas rentrés pour Covid. Il y a des soignants qui n'ont pas le dépistage quand il faut, qui sont asymptomatiques, qui contaminent peut-être des patients. Et inversement, des patients qui contaminent les soignants. Je parle des soignants, mais c'est aussi le personnel hospitalier. C'est ensuite aussi tous ceux qui travaillent, les caissières, les éboueurs, les postiers, les livreurs. Et évidemment, donc on retombe sur les déterminants sociaux, raciaux de ceux qui sont plus exposés, hein, puisque ce sont des catégories précaires avec énormément de personnes racisées dedans. Donc à eux, on leur dit, le dépistage, c'est pas grave. Ils se contaminent le soir à 20h, mais pour le reste, on ne fait pas grand-chose. Un autre aspect du dépistage, c'est l'aspect épidémiologique. Un dépistage étendu nous permettrait d'avoir une vision plus claire, plus fine de l'épidémie, de la pandémie, de sa progression.
Ça permettrait de calmer le stress des personnes qui ont des symptômes. On a parlé tout à l'heure dans la revue de presse des questions psychologiques. Voilà, des personnes qui toussent. Moi, j'ai des élèves qui m'appellent. Ma mère tousse, elle a de la fièvre. Qu'est-ce que je fais? C'est à moi de leur répondre, hein, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Le numéro d'information est saturé et il n'y a pas d'autre numéro. Donc là, un dépistage pareil permettrait de dire non, ça va, c'est pas le virus, calmons-nous. Et puis ça permettrait évidemment d'isoler, de confiner des personnes. Donc au niveau médical, il n'y a rien qui puisse dire c'est pas bien de dépister, même en phase 3 de l'épidémie. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va revenir un peu au réactif et à tout le reste. Déjà, alors je vais refaire un partage d'écran. Le Monde a publié aujourd'hui un excellent article récapitulatif et qui commence par une infographie sur comment se déroule le dépistage. Hein. Le prélèvement qui est fait donc avec un écouvillon. Donc rien que là, il y a déjà un problème puisque c'est pas un prélèvement sanguin. Il y a quand même ça peut faire tousser, cracher. Donc il faut vraiment des protections. Il n'y a pas assez d'écouvillons, il n'y a pas assez de matériel de protection. Donc ça, puisqu'on va revenir sur la question de pénurie de matériel. Il n'y a pas assez de personnes pour le faire. L'échantillon est envoyé au laboratoire. On a ensuite toute la phase d'analyse, l'inactivation du virus, l'extraction de l'ARN avec un premier automate, l'amplification et sa préparation avant, et le résultat. Et en fait, à chaque étape, on se rend compte qu'il y a des soucis d'ordre économique et de choix technologiques qui ont été faits. Est-ce que je suis trop long ou vous me dites? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est super clair. Vous me coupez si jamais il y a le moindre souci. Pas de souci. Premier problème d'ordre économique, c'est que on a tellement économisé sur les hôpitaux depuis des années et des années, notamment pour financer, je vais y revenir, l'industrie pharmaceutique et les bénéfices privés de l'industrie pharmaceutique. Il fallait faire un choix, payer des médicaments très très chers via l'assurance maladie pour le plus grand bénéfice des actionnaires, ou alors financer les hôpitaux publics. Depuis 20 ans, c'est le premier choix qui a été fait. Et donc, s'il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel pour le dépistage. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a déjà maintenant 3 semaines que les biologistes de ville, les biologistes libéraux, ont dit, se portent volontaires pour dire mais on peut venir aider au niveau personnel, on peut prêter assistance, notre technologie, nos moyens humains. Ça n'est toujours pas mis en place par le gouvernement qui ne leur a pas répondu. Ou alors peut-être hier, je crois que le Monde parle que ça a commencé à être fait hier ou avant-hier. Donc ça, c'est sur l'aspect économie des moyens humains. Il y a maintenant l'aspect technologique. C'est que quand vous voyez ces automates qui sont ici, la machine à PCR qui est là, il faut bien voir que on a pratiquement tout confié à 2-3 entreprises multinationales privées, notamment Roche et Abbott, qui se partagent vraiment le marché. Il n'y a pas de vraie concurrence. Il y a une sorte de bipole, tripole autour de ça, et totalement privatisé, donc avec des logiques qui ressortent de volonté de bénéfices privés et non pas. Quel effet ça au niveau technologique? C'est que les machines qui sont proposées massivement, notamment dans les laboratoires de ville, sont ce qu'on appelle les automates fermés. Ça signifie que vous ne pouvez les utiliser qu'avec, imaginez que c'est une imprimante et que le matériel qu'on met, ce sont des cartouches à l'intérieur, l'imprimante Abbott, vous n'allez pouvoir l'utiliser qu'avec des cartouches Abbott. Et si c'est par exemple, vous voulez chercher du VIH, vous ne pourrez faire qu'avec la machine VIH Abbott et une cartouche VIH Abbott. Ce qui fait que quand tu arrives à nous, donc déjà c'est bien pratique pour vendre plusieurs machines pour des virus différents et des réactifs et tout le reste différent. Et puis quand arrive une nouvelle menace virale comme la nôtre, on perd énormément de temps pour développer les petites cartouches différentes qu'on va mettre. Je crois que Abbott ou Roche n'a obtenu son autorisation pour le réactif sur le Covid que très très récemment. Donc on perd un temps fou. Alors à côté de ça, il y a des plateformes ouvertes qui permettent de dépister plusieurs types de virus différents, indépendamment des marques, sauf qu'en France, on n'en a que 48 et elles sont toutes dans les centres hospitaliers universitaires. Ce qui fait que jusqu'à présent, en fait, la capacité de dépistage elle est énormément restreinte par ces choix technologiques qui ont été faits de confier notre santé publique à des groupes privés qui se sont partagés le marché sans aucune concurrence et en nous dépossédant totalement. Et il reste maintenant, alors j'en reviens, désolé, j'arrive enfin à la réponse à la question sur les réactifs. On a une pénurie de composants des réactifs. Alors, en fait, nous, on cherche l'information de pourquoi, on émet des hypothèses, mais on est un groupe de bénévoles, de personnes
personnes bénévoles avec un réseau d'informateurs, on prend des contacts, etc. Donc c'est pas notre rôle, ça doit être le rôle des pouvoirs publics. Or, depuis janvier, on a l'impression que rien n'a été fait, que c'est que depuis le week-end dernier, quand en insistant pendant des jours et des jours, on dit il faut dépister, qu'on a quand même une première annonce et que des choses commencent à être faites pour documenter. Mais c'est extrêmement tardif. Alors, il peut y avoir des pénuries qui sont liées au fait qu'il y a de la production en Chine, aux États-Unis, donc des pays qui sont touchés, qui sont coupés. Mais en même temps, l'Allemagne arrive à dépister plus que nous. Donc, ça veut dire qu'elle arrive à avoir des réactifs. Donc, ou bien qu'elle les produit elle-même, ou bien qu'elle en importe. Alors, il semble qu'il y en ait dans plusieurs pays. Le Monde cite la Lituanie, par exemple, pour des composants, des réactifs qui nous intéresseraient, nous, pour cette épidémie. Et là, le problème, il est toujours le même, c'est qu'on a là aussi laissé le marché totalement être confisqué par des grands groupes privés, parfois les mêmes que pour les automates, hein, c'est quand même plus pratique. On a abandonné toute production locale nationale de ces composants, de ces matières premières, ce qui fait qu'on se retrouve totalement dépossédé autour de ça. D'où un résultat catastrophique, des annonces, hein, on parlait de la confusion totale de certaines annonces qui pouvaient aussi faire ne pas du tout aider ou même être contre-productif en matière d'adhésion au confinement et aux mesures de restriction. Mais je pense qu'au niveau du dépistage, on a atteint un sommet de contradiction, c'est-à-dire que jeudi, Édouard Philippe dit à l'Assemblée nationale « faut pas dépister, c'est contre-productif ». Samedi, Olivier Véran dit « ah si, il faudrait dépister, mais on va attendre la fin du confinement ». Il faut, le confinement pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux, alors que l'OMS n'oppose jamais confinement et dépistage, je dis bien que c'est ça. Et en même temps, le même jour, sur le site du ministère de la Santé, il y a un communiqué de presse daté du même jour, de la même heure, disant il faut dépister de façon restreinte. Donc une contradiction totale entre l'écrit et l'oral. Le lundi, Olivier Véran dit à nouveau il faut dépister, mais on va attendre le confinement parce qu'on a d'autres tests, donc non plus la charge virale PCR, ce que j'ai indiqué là, qui mesure le virus, mais plutôt de la sérologie qui va mesurer les anticorps. Donc ça sera super intéressant puisqu'en fait les anticorps vont aussi pouvoir permettre de voir qui a été contaminé et n'a pas développé de symptômes et peut-être ne l'a plus et peut-être, en fonction de ce que nous dira l'histoire du virus, immunisé. Donc c'est super important et intéressant aussi. Mais là encore, l'OMS n'a pas dit attendez la sérologie pour dépister. L'OMS a dit dépister, dépister. Donc on fait avec ce qu'on a maintenant et dès qu'il y a de la nouveauté, on la met en place. Donc toute une série de contradictions pour qu'enfin le président du conseil scientifique dise hier il faudrait dépister mais on n'en a pas les moyens et où enfin ce qui est de l'ordre du médical, des recommandations médicales est séparé de tout ce qui est contraintes technologiques économiques. Merci beaucoup pour ces éclairages. Petit point technique, il fait très très sombre de ton côté. Oui, peut-être. Je vais aller allumer avec un peu de lumière. Sur le chat, les personnes qui regardent, n'hésitez pas si vous avez des choses qui sont pas claires ou vous avez envie d'avoir plus d'infos sur un point, dites-le dans le chat et puis moi je poserai les questions. Voilà. Un autre angle pour parler aussi de cette crise et du système économique et politique qui les soutient, c'est le cas en ce moment de la chloroquine et de son usage dans le cadre du coronavirus, qui fait débat, qui fait les choux gras de la presse, et qui interroge beaucoup sur qui prend les décisions, qui fait la recherche, qui la finance, et dans l'intérêt de qui. Voilà, je sais pas si toi tu as des choses à nous dire sur ça. Alors sur l'aspect qui occupe principalement les débats, nous, dans la mesure où on n'a pas eu le temps de lire les études scientifiques, qu'elles soient chinoises ou que ce soit celles de Marseille, on ne peut pas se prononcer. Ce qui est certain, c'est que les protocoles et les essais sont absolument indispensables. Le respect de ces protocoles et ces essais sont indispensables. Mais ce qui est aussi certain, c'est que l'histoire nous a montré, notamment dans la lutte contre le sida, Pauline Londex et moi de l'Observatoire, on vient de l'Acte Paris, association de malades du sida, qui a dû se battre dans les années 90 pour que précisément les malades qui allaient mourir puissent bénéficier de traitements qui n'avaient pas été évalués. Donc l'enjeu qu'on a, c'est vraiment qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, la nécessité d'essais bien formés pour valider
et en même temps la nécessité de tout tenter pour sauver des vies pour les personnes, voilà, si on a des pistes intéressantes. Et là-dessus, ce sur quoi il faut s'appuyer, c'est vraiment le consentement éclairé des premiers concernés, des personnes, des malades, et donc il faut s'assurer que le débat public puisse permettre un maximum l'éclaircissement de leur consentement, et malheureusement, avec voilà, des querelles d'ego, des personnes qui mettent avant tout leur personnalité, n'ont pas d'intérêt scientifique, c'est un peu compliqué là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect, mais il y a vraiment tout un aspect des débats qu'il faudrait qu'on ait aussi dans l'espace public et qu'on n'a pas, qui concerne deux choses. D'une part, les essais actuels, comme beaucoup d'autres, sont financés par les pouvoirs publics. La chloroquine, c'est une molécule qui est tombée dans le domaine public depuis très longtemps, il n'y a plus de brevet dessus. Donc il peut y avoir des génériques, donc des médicaments à bas prix, il y a une concurrence. Or, un des producteurs d'une forme actuelle de la chloroquine, c'est Sanofi, qui a la fâcheuse tendance à rebreveter des médicaments tombés dans le domaine public depuis très très longtemps, notamment quand c'est la recherche publique qui a montré son intérêt. Il y a un exemple très récent, c'est deux antituberculeux très anciens, qui ont plusieurs décennies déjà, donc dans le domaine public, où on a découvert il n'y a pas longtemps que leur combinaison pouvait présenter un intérêt pour certains patients qui ont la tuberculose. Cet intérêt, il a été financé par des essais payés par United, c'est-à-dire la structure lancée par Jacques Chirac avec l'argent de la taxe sur les billets d'avion. Donc, il paie des médicaments contre le sida et contre le paludisme, et en travaillant sur les questions de brevets et de propriété intellectuelle. Donc, ce sont nos impôts, c'est la taxe sur les billets d'avion qui paie cette recherche-là et breveter la molécule dessus. Donc ça, c'est vraiment le fond de notre travail depuis qu'on a lancé notre observatoire en mai dernier et la résolution à l'Assemblée mondiale de la santé, c'est qu'il faut que sur chaque médicament que l'on paie, avec l'agent de l'assurance maladie, on ait la trace de qui a payé pourquoi à quel moment. Puisque l'industrie pharmaceutique justifie de prix absolument exorbitants les médicaments, alors même que très très souvent on se rend compte que ça a été financé par la recherche publique, comme le cas des antituberculoses que je viens de citer, comme le cas très célèbre qui a été médiatisé en décembre dernier de ce médicament thérapie génique breveté par Novartis pour des bébés qu'ils veulent faire payer 2 millions d'euros. Ils avaient même projeté un tirage au sort pour donner gratuitement là-dessus. Ce médicament, il a été financé par l'INSERM en France et surtout par les dons du Téléthon, donc de l'argent semi-public. Il n'y a aucune raison de le payer. Donc, vu la situation actuelle, c'est logique et vu la domination de la recherche par le privé, c'est logique qu'on se tourne vers le privé pour faire face à l'urgence. Mais dans la mesure où il y aura de l'argent public dessus, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une très grande traçabilité de tout cet argent. C'est aussi ce que demande une coalition d'organisations à l'Union européenne, des financements exceptionnels, et en même temps garder une trace de cet argent pour pouvoir dire à un moment à Sanofi ou à tous les laboratoires, non mais là ce sont nos médicaments. Ça suffit, cette logique qui nous gouverne depuis 30 ans, de rendre public le risque et l'investissement et de privatiser les profits dans l'opacité la plus grande, sans que vous nous disiez à qui appartient ce brevet, à quel moment vous l'avez racheté, qui a financé ce médicament, quel volume vous vendez, quels bénéfices vous faites, quelle marge vous faites, quelle marge se font les intermédiaires. Donc il y a comme ça toute une chaîne d'informations à voir qu'on a nous. Je vous la montre rapidement si on a encore un petit peu de temps. On l'a, je vous la remets, on l'a mise dans ce qu'on a appelé une checklist de la transparence. Donc c'est un document que vous trouverez, donc on a une édition sur Mediapart, un Transparence Médicaments, un document qui liste tout ce que chaque pays devrait mettre pour les informations qu'on devrait collecter sur l'enregistrement, sur les prix, sur les brevets, les essais cliniques. Et donc là, je vois toute une liste d'items sur ce qu'il faudrait qu'on sache à chaque fois, qu'il soit fourni ou bien par l'industrie pharmaceutique privée, ou bien par les pouvoirs publics. Et donc, notamment, les prix payés, les prix affichés. Alors, par exemple, les prix affichés en France pour les médicaments, c'est super transparent, on les connaît, mais on n'a pas les prix des diagnostics. Il faut aller chercher, il faut enquêter, investiguer pour savoir combien valent les diagnostics. Et on a les prix affichés, mais on n'a pas, évidemment, les marges. On n'a pas qui a payé pourquoi, qui a payé pour la recherche ou pour le développement. Donc ça, dans le cas de la chloroquine, c'est extrêmement important. Et il y a un deuxième aspect qui est très, très important pour la chloroquine, qui est que c'est un médicament qui est déjà utilisé par d'autres. Pour le lupus en France, par exemple, et surtout comme la molécule comme anti-paludéen. Et là, tout d'un coup, donc, on a des stocks qui sont faits massivement dans les hôpitaux des États-Unis. En France, ça commence à se faire aussi. On commence à avoir des premiers témoignages, j'ai vu hier,
Oui, la caméra, on voit pas le bas de ton visage, notamment ta bouche. Voilà. C'est super. Merci. pardon, j'ai bouge, excuse-moi. Comment il y a des personnes donc, qui ont des problèmes de santé en France, de lupus, de maladies auto-immunes, et qui ont besoin d'une forme de cette molécule, bah, qui commencent à dire qu'ils n'y ont plus accès parce que voilà, c'est dévalisé un peu dans tous dans les hôpitaux ou dans les pharmacies. Et encore plus important, c'est un médicament qui est utilisé contre le paludisme. Donc, est-ce que tout d'un coup, en augmentant la production, l'importation de matières premières et éventuellement de médicaments tout faits, on n'est pas en train de priver des malades du paludisme le traitement qui va leur sauver leur vie? Et évidemment, ces malades du paludisme, ils sont en Afrique, alors en Asie, je ne suis pas sûr parce que il y a beaucoup plus de résistance à ce médicament-là, mais voilà, enfin, dans des pays où il y a déjà de gros problèmes d'accès au traitement, de précarité, il faut tout faire pour sauver des vies en France, mais est-ce qu'on peut être satisfait de sauver des vies en France potentiellement, ainsi la chloroquine montre son intérêt, en se disant qu'on sacrifie des malades en Afrique? Pour ma part, ce n'est pas le sens du combat que je mène pour l'accès au traitement, c'est l'accès au traitement pour tout le monde. Donc là, il y a aussi énormément de précautions à prendre de la part des pouvoirs publics, à la fois le ministère de la Santé, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, et tous ceux qui sont dans les délégations, dans les instances onusiennes, pour relayer ces préoccupations-là auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut pour ça que ça émerge dans le débat public en France aussi. Et Je t'entends plus, Amel. Tu as coupé ton micro, non? ouais, on t'entend pas, Amel. Alors, Alors, deux ouais, c'est secondes. bon. Voilà, Ça y est, c'est vous bon. m'entendez là? Non, en Oui. fait, c'était juste pour... déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Et aussi, il y a un article que vous nous avez partagé d'ailleurs. Je pense qu'on le mettra dans une biblio ou quoi. C'est un article de Mediapart qui a été rédigé par Pauline Londex sur Sanofi retire des demandes de brevets sur les médicaments contre la tuberculose. Donc vous en aviez parlé. Et, Oui, c'est un oui. super article. Donc vraiment, enfin, on vous recommande de lire. Aussi, alors peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas les enjeux des brevets, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer quel est l'enjeu pour une boîte comme Sanofi de breveter des médicaments? En quoi est-ce que Alors, ça répond à leurs intérêts? un brevet, c'est un droit exclusif qu'on donne à un laboratoire, une forme de récompense du risque et de l'investissement qu'elle a fait pour produire quelque chose qui a un intérêt général. Donc le discours dominant, en tout cas l'histoire de l'industrie pharmaceutique, c'est de dire ce brevet nous donne le droit de fixer des prix. Alors évidemment, la fixation du prix, elle se négocie en France, mais elle se négocie dans de telles conditions d'opacité que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de dire non, ce prix est trop cher. Mais donc pendant 20 ans, en fonction des pays, ça peut changer, mais pendant 20 ans en moyenne, vous détenez le brevet de telle molécule contre le VIH, vous pouvez le proposer au prix que vous voulez. Donc, le gros souci, c'est de savoir est-ce que ce prix est justifié. C'est-à-dire que même si on est dans une logique capitaliste de profit, hein, où ça serait bien que la santé soit confiée au privé, même dans cette logique-là, il faudrait quand même pouvoir savoir, vous nous faites payer ça en nous disant ça représente ce qu'on a investi, ça représente le risque, parce que là, on vous fait payer ce médicament, mais pour obtenir ce médicament, on a dû en tester 10 autres qu'on a dû abandonner, ça nous a coûté très très cher. L'enjeu, c'est de dire combien ça vous a coûté, donnez-nous les coûts réels de recherche, de production, et dites-nous aussi combien vous avez reçu d'aides publiques pour qu'on puisse évaluer la pertinence du prix que vous nous proposez / imposez. Et donc ça n'est pas fait, ce travail de transparence n'est pas fait. Et donc il faut savoir que les pouvoirs publics ont, en France, mais partout, la possibilité de contourner ce brevet. Ça s'appelle la licence d'office. Si on estime qu'un prix est trop Alors, important, pardon, menace... comment est-ce que ça s'appelle? La licence J'ai pas d'office. entendu le... D'accord, Licence merci. d'office ou licence obligatoire. Qui consiste à détourner le brevet, et ça, chaque État peut le faire. On pourrait le faire sur le médicament que j'ai mentionné, le Zolgensma, la thérapie génique. On pourrait le faire sur les médicaments, le Sofosbuvir, qui est un traitement qui date de 2014 contre l'hépatite C, qui a aussi représenté à un moment un enjeu très important en matière de prix, puisque le laboratoire Gilead l'a fixé à un prix absolument faramineux, alors qu'il y a des génériques qui sont 100 fois, 200 fois, 300 fois moins chers. Voilà. Et tout ça, on en revient à la question des hôpitaux. Tout ça, ça ruine l'assurance maladie.
doucement en silence, puisque comme nous, citoyens, on ne paie pas les médicaments. Si j'arrive et je prends du sofosbuvir, je ne vois pas que, le petit cachet que je prends coûte potentiellement 2 000 euros, 3 000 euros. Puisque c'est la sécurité sociale, c'est par le biais de mes cotisations à la sécurité sociale que je le paie. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que chaque année, on nous dit « Ah, la sécurité sociale n'a plus l'argent pour payer les hôpitaux ». Donc, réduisons, soyons cost-effectifs dans les hôpitaux, réduisons le personnel, faisons-leur faire moins de pauses, etc. Et d'où pour nous, c'est très très important de faire le lien entre tout ce qu'on vous explique sur la transparence autour des prix des médicaments, des diagnostics, l'origine des matières premières, qui paie pourquoi, puisque à cela s'articule pour nous la question du financement de l'hôpital public. Et pour nous, il y a un parallèle, enfin voilà, un croisement à faire entre les politiques d'austérité contre l'hôpital public et les profits en masse accrus pour l'industrie pharmaceutique. Peut-être juste terminer par une donnée qui est très très parlante. Depuis 10 ans, le laboratoire Sanofi reçoit de la France, au seul titre du crédit impôt recherche, 150 millions d'euros. Depuis 10 ans, donc ça fait 1,5 milliard, depuis 10 ans, Sanofi a licencié plus de 2000 postes de chercheurs et a abandonné Alzheimer et des infections opportunistes avec l'argent du crédit impôt recherche, 150 millions d'euros. Et donc, on a ces gens qui arrivent en disant ce médicament, il nous coûte très très cher, payez-le, payez-le. Ils vont très certainement le faire avec la chloroquine. Là, ils sont en train de dire on vous donne les 300 000 prochains gratuitement. C'est toujours la stratégie de l'industrie pharmaceutique de se faire passer pour philanthrope dans un premier temps en cas de crise. Et puis derrière, de dire on a. Maintenant, payez-nous. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et donc, d'où l'idée de tracer aussi l'argent, à quoi sert l'argent public qu'on donne aux groupes privés. Pour faire la transition là, sur un peu le futur et comment gérer cette crise et qu'est-ce qu'on peut en tirer éventuellement. Il y a deux choses là que j'aimerais te demander. C'est la première, comment on évolue vers plus de transparence en santé de façon large. Et d'autre part, et dans un deuxième temps, comment on évolue vers plus de résilience. C'est-à-dire pour que les fragilités qui ont été mises à jour soient réparées et qu'on soit capable de faire face à des crises de ce type-là dans le futur. Alors, tu me demandes de refaire le monde. Évidemment. Alors, la question elle est super importante et tu as raison de la poser. C'est très très compliqué avec un bon esprit de synthèse dans la mesure où on est totalement lié dans le guidon, où au jour le jour on essaie de faire pression pour que les bonnes décisions soient prises, que les informations arrivent. Donc voilà. Donc la laisser se projeter, je la vois très très bien, de tirer tout le bilan des choses. Il va vraiment y avoir un éclair de conscience de la part de tous, un politique, alors bon, de ce gouvernement-là, je n'y crois pas beaucoup, mais l'ensemble du spectre politique, mais aussi les responsables administratifs, institutionnels, mais aussi les chercheurs, de se rendre compte qu'ils sont énormément coupés des citoyens et de la société civile. Nous, les alertes qu'on pose, alors avant, on existe en tant que collectif, en tant qu'observatoire depuis juin dernier. Donc c'est pas très très longtemps, mais ça fait quand même des années qu'on bosse sur ces questions-là dans d'autres structures militantes. Et nous, simplement depuis juin dernier, la sirène d'alarme sur la question des réactifs, des pénuries, des plateformes fermées, on la tire depuis juillet. On a fait un communiqué sur la question des pénuries qui était adressé à Agnès Buzyn quand elle présentait un plan de lutte contre les pénuries des médicaments. On a retiré la sonnette d'alarme à l'automne dernier, au moment de la discussion du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Et tous les jours, depuis l'annonce présidentielle de la fermeture des écoles et ensuite du confinement, on le parle et on a l'impression qu'il faut en fait qu'il y ait un journaliste qui nous reprenne en montrant une capacité de nuisance envers les gouvernements pour être pris au sérieux et entendu. Et particulièrement, on a besoin de ce rapport de force-là. Et je pense que si à un moment donné, les gens qui ont un peu de pouvoir se disaient que la société civile, elle n'est pas là pour leur taper dessus, mais pour faire en sorte, notamment en cas de crise sanitaire, que les choses aillent mieux, qu'il y a une expertise qu'on a développée, que sur les questions de dépistage, il y a alors je ne parle pas évidemment au niveau biologique, mais il y a très très peu de personnes qui s'y connaissent et que Pauline Londex, donc mon amie et collaboratrice, en fait partie, qu'elle est consultée par l'Organisation mondiale de la santé, par plein d'organisations internationales sur le sujet, qui a donc à un moment, elle propose de l'information, de l'expertise bénévolement, peut-être qu'il faudrait un peu s'en saisir et pas attendre 15 jours qu'il y ait 3 communiqués furax pour dire vous ne faites rien et la communication embrouillée. Voilà, il y aura déjà quelque chose de très important
je pense, à un niveau plus humble, il faut vraiment que les gens profitent de la situation pour se former sur cette question-là. Euh, la question du prix du médicament, des diagnostics, des réactifs, des brevets, elle peut paraître super technique et rebutante. J'espère que je n'ai pas été rebutant. Mais en fait, les enjeux sont très très simples. C'est globalement, qu'est-ce qu'on fait de la santé publique? Est-ce qu'on veut la privatiser? Et quand on incarne un peu avec des questions techniques qui ne sont pas si difficiles que ça à maîtriser, en tout cas à bien voir, ben on se rend compte qu'il y a des discours tout faits sur la question de la recherche, de l'investissement privé qui ne peuvent pas tenir la route. Donc moi, je pense que vraiment, à la sortie de cette crise, d'une part, il faudra vraiment s'assurer de ce qu'on appelle la sortie de crise. Est-ce que dans 1 mois, 2 mois, quand on sortira du confinement, on ne risque pas, en fonction du virus, voilà, une nouvelle phase épidémique parce qu'on ne connaîtra pas suffisamment de choses. Mais il faudra vraiment tous se mettre autour de la table, en tout cas entre citoyens, syndicats, partis politiques dits de gauche, en tout cas qui se prétendent de gauche, pour travailler toutes ces questions-là et se rendre compte à quel point la société civile est une chance. Et je pense vraiment qu'il faut lancer, peut-être une grande leçon aussi à en tirer pour chacun d'entre nous, c'est qu'il ne faut pas attendre de nos dirigeants. Il faut exiger d'eux, mais il faut pas se reposer sur eux. Toute la lutte contre le sida telle qu'on l'a menée, notamment, nos dirigeants étaient prêts à sacrifier des milliers de vies entières parce que leur conception morale, leur conception politique et économique valait plus que les mesures qu'il fallait prendre pour sauver des vies et donner des droits aux gens. Je crois qu'on en est vraiment là aussi. Alors évidemment, c'est plus compliqué à tenir par rapport au sida parce que ça touche beaucoup plus de personnes d'un coup que le confinement est quelque chose qui est tout à fait visible. Mais je pense qu'on a donné quelques exemples de populations comme les éboueurs, les caissières, le personnel de ménage des hôpitaux, les soignants eux-mêmes et notamment les personnels les plus précaires, mais aussi les médecins, mais qui étaient à ce point les plus grands sacrifiés du cynisme en marche et du cynisme d'un monde qui fait. Et à tous les niveaux, on a parlé de contamination, mais parmi la résilience, on parlait de résilience du système, mais on a Darmanin qui demande aux salariés du privé, plutôt que de se mettre en chômage technique, de prendre des congés payés. Ça coûterait moins cher. Mais est-ce qu'il se rend compte que, en fait, les gens sont sous stress. Quand la vie va devenir normale, les gens vont avoir besoin de vacances, mais de vraies vacances. Donc leur demander de sacrifier leurs vacances, c'est leur imposer du stress supplémentaire, des dépressions, des pensées suicidaires, des risques suicidaires. Donc d'un bout à l'autre de la chaîne, que ce soit sur la question du dépistage, les choses les plus biologiques, les choses les plus médicales, le matériel de protection, rien n'est fait, rien n'a été fait. Et de l'autre bout de la chaîne, la pensée psychologique de la sortie, on voit bien que rien n'est fait. Grand-chose. Donc par rapport au néant total, je pense qu'il sera quand même, on a quand même plein de pour discuter ensemble de ce qu'on veut. Et et la première chose, c'est de ne pas déléguer la moindre confiance à ces gens et de se dire que les solutions vont venir de nous et que si ces gens doivent faire quelque chose, c'est parce qu'on l'exige d'eux, qu'on les met devant devant la menace de tout ce qu'on peut faire, y compris là on peut faire plein de choses, plutôt que de manifester à 20h. Peut-être qu'on pourrait hurler en disant Blanquer démission, alors je dis ça parce que je suis prof. Qu'il y a des choses à faire de pression dans l'espace public pour sortir d'un ronron consensuel et faire en sorte que les débats ne soient pas le professeur à Marseille a dit ça sur la chloroquine, mais des choses un peu plus importantes sur la société qu'on veut, le système de santé qu'on veut, la solidarité qu'on veut. Merci. C'est marrant parce que... Et juste... Oui. On a eu la même. Exactement, oui. L'invité d'hier disait la même chose. Elle disait exactement la même chose, ouais. Ça me paraît important de mettre en avant, puisque je vous ai qu'il y a peut-être quelques personnes qui vous suivent. Alors, peut-être vous êtes déjà au courant, mais il y a quand même des systèmes de solidarité qui sont mis en place, notamment dans le monde queer, trans, pédéguine, LGBT. Alors, c'est très, très parisien, désolé, vu que je suis la région parisienne, donc j'espère que d'autres relais pourront être faits sur des initiatives. Donc, il y a sur Facebook un groupe de solidarité LGBT queer, avec des appels de personnes handicapées, de personnes trans, précaires, qui peuvent avoir besoin de telle ou telle chose. De façon plus systématique, il y a les appels à dons de l'association Acceptez Transgenre, qui suit des personnes trans, notamment travailleuses du sexe. Parce que parmi les grandes oubliées, la prise en charge, les prostituées, les personnes qui se prostituent n'ont plus de revenus actuellement. Et comme le travail n'est pas reconnu, n'ont pas la capacité de fonds d'indemnisation, ne seront jamais considérés par l'État comme des indépendantes. Donc il y a des gros problèmes de précarité. Donc l'association a besoin de soutien.
ainsi que le STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe. Qu'on espère pouvoir inviter justement à s'exprimer prochainement. Juste une question de quelqu'un qui regarde, qui se demande, la France par rapport à d'autres pays européens, comment elle se situe en termes de privatisation des moyens de production, de privatisation de la recherche, de privatisation des médicaments? Alors c'est une tendance générale hein, dans toute l'Europe, parce que même si l'Allemagne a pas mal de financement public pour la recherche, il y a la domination de Bayer, etc. J'ai pas de chiffre en tête de classement, désolé, je peux chercher et vous retrouver ça, mais je préfère dire que je ne sais pas plutôt que donner des fausses informations. Voilà. Donc je sais pas si la question c'est sur un type de classement ou si c'est des modèles de performance, voilà. Mais vous pouvez me renvoyer la question, tu peux me renvoyer la question et on y répondra, on vous enverra la réponse pour vous la donner d'ici demain ou après-demain. Sur la Si ça question vous de va. la résilience, tu as dit des choses très pertinentes, mais quelque part, c'était pas sur ces éléments-là que j'aurais voulu avoir des réponses. C'est plus, on parlait de système fermé, de système ouvert, on parlait de délocalisation de la production des médicaments. Ce serait quoi une organisation industrielle de la santé qui serait résiliente? Alors, si je n'ai pas répondu, c'est que je pense que j'ai essayé d'éviter un peu le sujet. Tout simplement parce qu'on n'a pas de position collective et qu'à mon avis, il faut qu'il y ait de vraies discussions collectives avec les syndicats des industries, par exemple. Donc nous, on travaille un petit peu assez régulièrement avec la CGT Sanofi, avec les usagers du système de santé, les associations de malades, avec le personnel hospitalier, leurs syndicats, leurs représentants. Parce que, à moi, à titre personnel, je pense que pas qu'une nationalisation, dans le sens où c'est l'État qui posséderait les industries, tout l'appareil de production, serait la meilleure solution. Il faudrait trouver un système inédit de socialisation avec une participation de chacun des acteurs concernés de la chaîne, donc des représentants, j'en oublie certainement, mais des représentants de tous ces branches là-dessus. Et donc, parmi les choses à travailler vraiment, y compris là, pendant l'urgence, il y a vraiment, effectivement, à inventer ça. Donc, j'espère que là, j'ai un peu plus répondu à la question. Oui, Amel. Moi, j'aurais peut-être deux questions si on a un petit peu de temps. Moi, la première, c'est concernant l'activité de l'observatoire. Qu'est-ce que vous faites du coup pendant cette période d'épidémie? Est-ce que vous parvenez à continuer, parce que tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous, en tant qu'observatoire, vous viviez cette crise. Après, la deuxième question que j'aurais à poser, c'est sur les matières premières qui sont utilisées dans les médicaments. On a évoqué tout à l'heure que les pays du Sud étaient lésés en fait, à cause des brevets, s'agissant des médicaments. Il me semble que, en faisant des recherches avant le stream, il me semble que l'une des matières premières qui est utilisée pour la chloroquine vient d'Amérique du Sud. Du coup, est-ce que tu as peut-être quelques éléments de réflexion là-dessus? Voilà, je me demandais si tu avais peut-être des choses à dire par rapport à ça. Alors, sur ce deuxième aspect, non, parce qu'on est en train d'expertiser le dossier justement pour ça. Donc, on va avoir un communiqué bientôt sur ça. Donc, on va le remettre. Donc, là encore, je préfère toujours ne pas répondre plutôt que de dire des bêtises ou des choses que je ne connais pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, donc on peut peut-être recommander aux gens mais après, en sachant, c'est en même temps une partie de ta première réponse, c'est que le gros de notre travail, c'est d'essayer de trouver les informations que les pouvoirs publics ne donnent pas ou que les pouvoirs publics n'ont même pas. Et donc, c'est possible, c'est faisable, sauf qu'on le fait avec les moyens du bord, des moyens bénévoles. Donc, sur le dépistage, ça demande beaucoup de temps, même si politique contact sur ça. Sur la chloroquine, c'est aussi un autre terrain. Il faut obtenir les informations, il faut bouger aussi les organisations internationales là-dessus. Donc c'est la quête d'information est extrêmement importante. On ne peut pas faire de militantisme ni d'activisme sans expertise, sans s'appuyer sur il y a des principes à défendre là-dessus, c'est pas très très compliqué. Mais pour être efficace, il faut aussi développer une expertise inattaquable, ou en tout cas quand on n'a pas toute l'expertise, être capable de dire nous on sait ça, ça, ça et ça, et ensuite poser les questions. Après, c'est beaucoup ce qu'on a fait depuis 10 jours, depuis le début de la crise, c'est poser des questions. On a évidemment des affirmations à faire. Il faut faire ça. Le jour de la première annonce de Macron, le jeudi il y a 15 jours, on a envoyé un communiqué en disant il fallait lever toutes les restrictions des soins pour les étrangers sans papier. Alors, ce n'est pas directement lié à notre observatoire de la transparence des politiques des médicaments, mais comme on articule la question du prix des médicaments avec la question de l'hôpital public et de son financement, on a aussi articulé la question des prix des médicaments et de tout ce qu'on dépense indûment
avec toutes les mesures qui, depuis 15 ans, 20 ans, ont consisté à pénaliser les étrangers sans papier, et même maintenant, aujourd'hui, les demandeurs d'asile, en disant qu'ils coûtent trop cher, et donc à les priver de soins. Et donc, en décembre dernier, le 30 décembre, vraiment la veille, voilà, alors que le gouvernement nous disait aux grévistes cheminots, faites une pause pendant les fêtes pour la grève, le gouvernement ne faisait pas de pause et mettait un décret qui prolongeait encore de 3 mois l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile qui s'étaient fait débouter du droit d'asile. Donc, vous voyez bien ce que ça donne en pleine épidémie. Pendant 3 mois, on a les personnes, si elles ont un petit rhume et un petit mal de tête, elles ne vont pas aller dans le système de soins. Elles vont attendre que ça soit quelque chose de très, très grave pour aller dans un dispensaire de Médecins sans frontières, de Médecins du monde. Et c'est là où on va découvrir qu'elles ont le virus et qu'elles auront contaminé plein de personnes. Indépendant du fait qu'évidemment, c'est évidemment pas du tout la priorité des pouvoirs publics pour ces personnes elles-mêmes. C'est absolument catastrophique. Donc, on a des revendications autour de ça qu'il faut porter, qu'il faut répéter, mais sinon, sur la question de dépistage, ce sont des questions. Vous avez dit ça tel jour, on vous pose telle question à tel moment. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ceci? Est-ce que vous nous donnez les informations? Et en fait, on répète beaucoup de choses aussi. Les questions, il faut toujours les répéter, et on voit bien qu'en fait, c'est efficace. Notamment sur un sujet qui arrive très très tard sur la table. Ce sujet-là, il aurait dû arriver en janvier. Par les pouvoirs publics, par les médias. Et en fait, on a contribué par une insistance quotidienne des relais auprès de journalistes à le faire émerger dans la sphère publique. Je pense qu'on n'est pas pour rien dans le fait que le week-end dernier, le gouvernement a été obligé de réorienter son discours sur il faut plus de dépistage. Alors, plus de dépistage pour dans 30 jours, mais quand même. Voilà, donc rassembler l'information, réaffirmer les informations qu'on connaît et les revendications qu'on a, exiger, c'est-à-dire que c'est pas des demandes polies, il faut pas être poli, c'est aussi pour ça qu'il faut asseoir son discours sur une expertise inattaquable, c'est que il faut se mettre à la hauteur de personnes qui prétendent nous être supérieures, nous parler du dessus, en nous traitant comme des petits êtres qui ne comprennent rien. Et en fait, on se rend compte que ce sont eux qui ne comprennent rien. Sur les enjeux de santé publique en matière d'adhésion au confinement, dont on parlait au tout début pendant la revue de presse, c'est totalement évident aussi, ils ne maîtrisent rien. S'ils maîtrisaient quoi que ce soit, est-ce que la porte-parole du gouvernement aurait fait aujourd'hui une provocation en disant aux profs qui ne travaillaient pas, c'est quand même ce qu'elle a sorti, avant de s'excuser devant le tollé, on est, nous les profs, depuis 10 jours au boulot, moi je bosse beaucoup plus qu'auparavant, j'ai l'impression que ça ne sert à rien parce que c'est super compliqué, il y a l'interaction avec les élèves. Et tout d'un coup, on a quelqu'un qui nous dit qu'on ne bosse pas. On est seul confronté avec ça et quelqu'un qui est au-dessus de nous qui dit. Donc ces gens, ne mesurent pas l'impact de ce qu'ils font. Donc il faut se mettre à leur hauteur. Vous êtes nos gouvernants. Ok, nous on est raisonnables. Il y a une crise de santé. On doit respecter les règles de confinement. On doit respecter un certain nombre de règles. Mais le contrat, c'est que si on fait des sacrifices pour notre santé et celle des autres en matière de liberté, de droit, etc., le contrat, c'est qu'on fasse confiance à des gens qui sont compétents. Or là, l'union sacrée, ce sont des gens qui sont incompétents et qui n'hésitent pas à manifester leur incompétence chaque minute, à chaque prise de parole, qui nous demandent. Et une union sacrée derrière des incompétences, c'est pas possible. Donc ça ne veut absolument pas dire sortez de chez vous, le confinement c'est pas bien, surtout pas, c'est surtout pas ça. Mais c'est que dites-vous bien, chacun chez vous qui a, expertisons toutes les failles de ce gouvernement, travaillons à rendre médiatique tout ce qui peut permettre de les influencer dans le bon sens. On a bien vu, nous, avec l'exemple du dépistage, que il ne faut pas se laisser décourager. Le lendemain, Olivier Véran redit une connerie sur le dépistage. On répète les mêmes questions. S'il infléchit un tout petit peu ses discours, on a des questions différentes à lui poser et on ne lâche pas l'affaire tant qu'on n'obtient pas satisfaction. Moi, j'aurais peut-être on approche de la fin. Tout à fait. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, quels sont les moyens de soutenir l'Observatoire? Voilà. Alors, vous êtes cofondateur. Donc, on est un groupe avec un noyau de 2 personnes qui travaillent avec un réseau, par contre, d'associations ou d'experts internationaux sur le sujet. On n'est pas subventionné, on est un collectif informel. Donc, nous aider, c'est vraiment beaucoup nous relayer. Ça compte beaucoup de nous filer les informations que vous en avez dans vos domaines respectifs. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur Facebook, sur Twitter. Il y a toutes nos coordonnées dessus. Et est-ce qu'on peut faire le relais d'information et oui, peut-être donc avec
Non, ça c'est moi, j'aurais dû. Tu t'en occupes ou tu veux que je le fasse? Alors, je vois juste peut-être, c'est pour ça que Non, je veux je bien vais si. le- Juste un partage d'écran avec votre page Facebook pour Oui. relayer vos publications. Alors, donc là, vous avez notre édition Mediapart, Transparence dans les politiques du médicament, Alors, juste, que vous ça pouvez s'affiche pas. retrouver. Je pense qu'il faut que tu repartages sur Pardon. Skype, parce que là, c'est le partage. Ok. Est-ce que là, ça fonctionne? Ça remarche, ça ou pas? Non. Ça aurait été la fin d'émission la plus Sinon, on peut mettre suspense que vous aurez jamais fait. Hein. on pourra mettre un lien lorsqu'on va Ouais. repartager le stream, où on De toute façon, mettra un vous lien tapez sur votre page. Voilà. Vous tapez sur Facebook, Twitter ou sur Observatoire Transparence Médicaments, vous nous trouvez très très vite. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, et puis on n'a pas fait d'appel à dons. Je pense que de toute façon, pour l'instant, l'urgence des appels à dons, c'est vraiment pour les populations les plus précaires. Voilà. Nous, on est bénévoles, on n'a pas besoin pour l'instant de moyens. Mais peut-être que dans quelques mois, pour organiser des choses un peu plus conséquentes, on fera appel à des dons. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Du coup, notre rituel, c'est de finir au moment des applaudissements de 20h. Toi, pour les gens qui applaudissent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ou alors, qu'est-ce que tu aimerais faire ou dire à la place d'applaudir? Alors moi j'ai applaudi les premiers jours. J'ai arrêté d'applaudir parce que d'une part dans ma rue ça s'est aussi transformé en invective de passants pour leur dire rentrez chez vous, c'est pas bien, songez au voilà, donc la culpabilisation et que ça m'énerve. Et puis d'autre part, c'est totalement récupéré par En Marche, voilà, comme un théoriste, des soignants héros, et qu'on n'a pas besoin de ce discours-là. Enfin, moi, je suis extrêmement reconnaissant aux soignants, mais je veux avant tout qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne du salaire, hein, et du médecin à la femme de ménage, à tous les échelons. Voilà, qu'on leur donne des primes, qu'on augmente leur salaire, qu'on leur donne des moyens de protection maintenant. Et donc moi, pour moi, j'ai plutôt envie de dire des moyens pour l'hôpital public, du fric pour l'hôpital public en fait, à la place d'applaudissements. Voilà. Et puis quelques slogans contre le gouvernement actuel. Mais c'est dingue, voilà. C'est le même slogan que l'intervenante d'hier. C'est le même, hein. Ah ouais, Ça, non, alors. c'est exactement les mêmes. Mais avec peut-être la différence de l'intervenant d'hier que le fric, vous savez maintenant où le prendre. C'est-à-dire que l'argent des actionnaires de Sanofi, l'argent de voilà, on sait où le trouver. C'est que voilà. Et on sait aussi que celui qui a privé l'hôpital public ces 3 dernières années de l'argent dont il a cruellement besoin, c'est la personne qui est actuellement ministre de la Santé. Eh ben, merci beaucoup à toi, Jérôme Martin. Merci Amel. De rien. Merci à vous. Merci à Jérôme. C'était vraiment super riche. Merci à Benoît pour tes questions. Et vraiment, c'était une vraie claque quand même. Hein. Moi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Benoît, mais je vais réécouter hein, parce qu'il y a plein de trucs là. Il y a plein de choses. Bon. Ouais. Voilà. Si jamais, je vais réécouter aussi si jamais j'ai dit des bêtises ou que je me suis trompé un moment, je vous le redis aussi. Parce que ouais, j'ai comme un doute qu'il y aurait, je pense pas qu'il y aurait des grosses. Non, mais ça peut arriver au bout d'une heure, au bout d'un moment. Voilà. Fatigué. Du coup, si tu as des choses à dire, juste tu nous envoies et comme ça on pourra les mettre lorsqu'on partagera le stream. Voilà. Merci beaucoup. Mais vraiment, merci de t'être rendu disponible et de rien, merci et on te à vous. Contactera certainement. De toute façon, c'est parce qu'on cherche des personnes, pour les autres streams. Donc j'imagine peut-être que tu auras des personnes à recommander. C'est l'heure des applaudissements. On va se quitter là-dessus. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Pour l'hôpital public.
Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.